Quelle part de votre succès attribuez-vous au fait d'avoir des objectifs vraiment audacieux ou au fait de ne pas être concentré sur le court terme? Vous savez, l'argent qui rentre ou les investisseurs. Malheureusement, il faut se concentrer sur le court terme et les rentrées d'argent lorsqu'on crée une entreprise, sinon l'entreprise meurt. Donc, je pense que bien souvent, les gens pensent que créer des entreprises va être amusant, je dirais. Ce n'est pas si amusant que ça. Je veux dire, il y a des périodes de plaisir, et il y a des périodes où c'est juste horrible. Et en particulier, si vous êtes le PDG de l'entreprise, vous avez en fait une distillation de tous les pires problèmes de l'entreprise. Il n'y a aucun intérêt à passer votre temps sur les choses qui vont bien. Donc, vous ne passez du temps que sur les choses qui vont mal. Et il y a des choses qui vont mal et dont les autres ne peuvent pas s'occuper. Donc vous êtes comme celui qui a un filtre pour problème, et comme le plus minable de l'entreprise, le problème le plus pernicieux et le plus douloureux d'ailleurs. Je pense que vous devez vous sentir obligé de le faire. Et avoir un seuil de douleur assez élevé. Un de mes amis dit que créer une entreprise, c'est comme regarder dans l'abîme et manger du verre. Et il y a une part de vérité dans cette affirmation. Le fait de regarder dans l'abîme, c'est que vous allez être constamment confronté à l'extermination de l'entreprise. Parce que la plupart des startups échouent, comme 90% des startups échouent. Donc c'est ça le regard vers l'abîme. Vous êtes constamment en train de vous dire « Si je ne fais pas ça bien, l'entreprise va mourir ». Ça doit être assez stressant. Et puis, la partie manger du verre, c'est que vous allez travailler sur les problèmes sur lesquels l'entreprise a besoin que vous travailliez, et non sur les problèmes sur lesquels vous voulez travailler. Et donc, vous finissez par travailler sur des problèmes sur lesquels vous souhaiteriez vraiment ne pas travailler. Et donc, c'est la partie manger le verre. Et ça dure longtemps. Leçon numéro 2, être prêt à apprendre, avec Jack Ma. Aujourd'hui, à propos des 18 fondateurs d'Alibaba, beaucoup de gens pensent qu'ils sont légendaires. Du genre « Waouh, vous êtes tous des fondateurs d'Alibaba, vous devez être super bons !» Honnêtement, la plupart d'entre nous ne pouvaient pas trouver un emploi rapidement. Nous ne sommes pas si intelligents. Aucun d'entre nous n'est diplômé d'une grande université. Mais le fait est que nous sommes prêts à apprendre. Nous croyons en l'avenir. Si nous travaillons ensemble, si nous apprenons, si nous nous améliorons, nous y arriverons. Je leur ai dit la première année, tout le monde doit oublier qu'il sera vice-président. N'est-ce pas? Vous serez toujours un petit manager dans votre vie. Parce que si nous réussissons, cela signifie que nous embauchons des gens qui sont plus intelligents que nous. Si nous n'engageons que des gens qui sont plus stupides que nous, alors nous aurons des problèmes, n'est-ce pas? Donc si nous embauchons des personnes plus intelligentes que nous, l'entreprise se développera. Vous serez heureux parce que c'est la mission que nous avons. Donc je dirais qu'il n'y a pas de meilleure personne au monde qui soit prête pour vous. Le meilleur des gens, c'est toujours de trouver les bonnes personnes, de travailler ensemble, de les former, de les développer. Et ils vous forment, vous développent aussi. Alors vous avez une chance de construire une équipe. Leçon numéro 3, s'aligner sur les intérêts des clients avec Jeff Bezos. L'une des choses inhabituelles que nous faisons dans le secteur des appareils pour chenilles est que nous vendons notre matériel presque au seuil de rentabilité. Ainsi, nous gagnons de l'argent lorsque les gens utilisent l'appareil et non lorsqu'ils l'achètent. Et cela est très cohérent avec les clients. Si j'achète un appareil, que je le mets dans le tiroir de mon bureau et que je ne l'utilise jamais, alors Amazon ne mérite pas de gagner de l'argent. De même, cela nous pousse à adopter les bons types de comportements. Par exemple, si nous ne gagnons pas d'argent lorsque les gens achètent l'appareil, alors nous n'avons pas besoin que les gens soient sur le tapis roulant de la mise à niveau. Nous avons des gens qui utilisent encore des Kindle de 5 ans d'âge et nous en sommes parfaitement satisfaits. AWS est très similaire, car il s'agit d'un service de paiement à l'usage. Nous ne sommes pas incités à encourager les gens à acheter trop de matériel, à fonctionner à des taux d'utilisation faibles. Notre point de vue sur ce sujet est que si nous pouvons arranger les choses de manière à ce que nos intérêts soient alignés avec ceux de nos clients, alors à long terme, cela fonctionnera très bien pour les clients et cela fonctionnera très bien pour Amazon.
Leçon numéro 4, agir avec rapidité et certitude, avec Grant Cardone. J'ai eu un gars l'autre jour, il m'a demandé un conseil. Ces gens qui demandent des conseils, je sais que tu sais, tu les leur donnes et ils ne les appliquent pas. Il savait que c'était vrai, ça l'a touché, il s'est dit je sais que c'est vrai, et puis il est parti et a fait quelque chose de différent. C'est une grosse erreur que les gens font, mec. Les meilleures choses qui me sont arrivées n'ont pas nécessité plus de réflexion. Les meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie ont été instantanées. Donc, comme ma femme et moi, lorsque nous décidons d'acheter quelque chose, je vais l'acheter. Je ne vérifie pas avec elle, parce que cela ajoute de la réflexion, cela ajoute du temps. Et c'est un autre mauvais conseil qu'on m'a donné, du genre « prends du temps ». Réfléchis-y, ne va pas trop vite, fais des petits pas. Vous devez savoir que les personnes qui réussissent sur cette planète n'ont jamais fait des pas de bébé. Ils sont allés vite. Et plus vite vous pouvez aller, vous savez, mon avion est plus sûr quand il est en l'air. Quand il atterrit en ralentissant, il a des problèmes. Quand il décolle, il est en danger. Ce qui est intéressant dans le vol à pleine vitesse, c'est que c'est presque le plus sûr. La chose la plus importante est de voler, vous savez. Et les gens sont conditionnés pour ralentir, réfléchir, prendre leur temps, prendre un médicament. On m'a mis sous lithium quand j'avais 29 ans. Parce que la psychologue pensait que j'avais besoin de ralentir. Elle avait peur d'aller vite. Pas moi. Et à cette époque, vous vous en sortiez bien, financièrement ? Je m'en sortais très bien, mais tout le monde me disait « tu fais trop de ceci et trop de cela, tu vas brûler, tu vas faire ceci ». Et les gens s'inquiétaient pour moi autour de moi. Ils allaient lentement, je vibrais plus vite qu'eux. Mais un colibri vibre, les bourdons vibrent, pas vrai ? Ils font des choses qui sont impossibles. Donc vous n'avez pas besoin de ralentir. Et vous devez avancer avec vitesse et certitude. Cela signifie que les gens doivent savoir ce qu'ils font. Si je sais ce que je fais, c'est pourquoi les personnes confiantes réussissent. Tiger a gagné aujourd'hui. Cela fait 10 ans qu'il se bat, qu'il fait des efforts et qu'il n'a pas gagné. Il a gagné aujourd'hui. Ce type avance dans la vie avec rapidité et certitude. Vous savez, les gagnants se déplacent avec rapidité et certitude parce qu'ils pratiquent, ils s'entraînent, ils s'éduquent. Leçon numéro 5, montez dans le bon train avec Warren Buffett. Si le succès dépend d'un bon plan, d'une excellente formation et d'une exécution dans un état d'esprit dynamique, qu'est-ce qui, à votre avis, fait que des entreprises s'effondrent alors que tous ces facteurs ont été réunis? Certaines entreprises sont juste difficiles. Je veux dire, un pourcentage significatif. Vous savez, les restaurants qui ouvrent cette année vont échouer. Je veux dire qu'il y a beaucoup d'entreprises difficiles. J'ai toujours dit que si vous voulez être considéré comme un grand homme d'affaires, trouvez une grande entreprise. Et il y a une énorme différence. Je veux dire, ça fait une différence. J'utilise cette analogie. Quand je suis sorti de Columbia, l'un de mes meilleurs amis était très doué. Il est allé travailler dans l'industrie de l'acier, et il a bien réussi. Mais ce n'était pas le bon secteur. C'est très important de monter dans le bon train. Je veux dire, vous voulez monter dans un train qui va aller à 90 miles à l'heure, et pas un qui va aller à 30 miles à l'heure. Et vous allez essayer de trouver comment le pousser un peu plus vite. Cela fait donc une énorme différence. Et il y a certaines entreprises qui ont intrinsèquement beaucoup plus d'opportunités que d'autres. Donc vous devez bien réfléchir au train que vous prenez. Quand j'avais 21 ou 22 ans, je possédais une demi-part d'action dans une station-service Sinclair, avec un Palomine dans la garde nationale. C'était une affaire minable. Vous savez, on avait un type juste à côté de nous. Il vendait toujours plus de litres d'essence que nous. Il réduisait nos prix et tout. Je veux dire, je m'en fous si vous êtes une combinaison de Steve Jobs et Larry Ellison et tous les autres. Vous ne réussirez pas si vous avez un type qui vend de l'essence en dessous de ses coûts l'année prochaine. Donc vous savez, c'est important de prendre le bon train en marche. Leçon numéro 6, adopter une approche différente avec Sarah Blakely. Je pense qu'il y a une activité traditionnelle qui a été très masculine, et c'est un modèle très masculin. Et donc, quand j'ai commencé Spanx, j'avais peut-être 3 mois et j'étais à un cocktail, et ces 3 gars sont venus me voir et m'ont dit « Sarah, nous avons entendu que tu as inventé quelque chose. » J'ai dit « Oui, je l'ai fait. » Et ils ont dit « Super !» L'un d'eux m'a tapé sur l'épaule et m'a dit « J'espère que tu es prête à partir en guerre. » Et il a dit « Les affaires, c'est la guerre. » Je me souviens de l'avoir regardé et m'être demandé « Pourquoi ?» Je suis rentré chez moi ce soir-là et je me suis assise dans mon appartement et je me suis assise sur le sol et je pensais à tout ce qui se passait. Et vous savez, ce risque que je prenais est potentiellement quitter mon emploi de créancière et le revenu sûr et juste penser « Je ne veux pas aller à la guerre. » Et cette voix dans ma tête m'a dit « Fais-le différemment, adopte une approche totalement différente. » Et donc, j'ai abordé Spanx avec des principes très féminins.
Et il y a du féminin et du masculin en chacun de nous. Et tout cela est très... important. Mais vous savez, l'utilisation de la vulnérabilité fonctionne vraiment à l'intuition. Si les données l'emportent sur mon intuition, je suis mon intuition, presque toujours. Donc vous savez, ce n'est pas typique dans un environnement d'entreprise. Donc ce genre de choses que j'ai fait. Comme étant vulnérable avec l'entreprise, je me sentais en tant que consommatrice. Je sentais que les entreprises ne me parlaient pas vraiment de la façon dont je voulais qu'elles me parlent. Je ne les écoute pas, je ne les crois pas, je ne leur fais pas forcément confiance. Et donc, quand j'ai lancé Spanx, au lieu de parler à propos de mes clients, j'ai voulu leur parler. Et je me suis rendu vulnérable. Donc, comme je l'ai dit en plaisantant, j'ai utilisé mes propres fesses dans la photo, avant et après. Mais j'avais l'impression que les entreprises fonctionnaient dans cette idée de « nous devons être parfaits et vous devez nous voir comme l'autorité. Et vous avez besoin de nous. » Et c'est comme ça que nous allons vous vendre le produit. Et je me suis dit, je suis l'un d'entre vous. Voici ce qui se passe. Voici ce que cela fait pour moi. Voilà pourquoi cela fonctionne. C'était une approche très différente. Et j'ai eu l'impression que les consommateurs sont devenus très connectés et très loyaux. Ce qui explique probablement en partie pourquoi Spanx, en tant que marque, n'a pas eu besoin de faire de la publicité. Je veux dire, nous n'avons pas dépensé d'argent en publicité en 16 ans, parce que c'est le bouche à oreille des femmes qui partagent avec d'autres femmes. Leçon numéro 7, ne pas courir après l'argent, avec Larry Ellison. Notre objectif était d'atteindre, nous avons commencé avec 4 employés, et notre objectif était d'atteindre 50 employés. Et l'objectif n'était pas tant de gagner beaucoup d'argent. Pour moi, beaucoup d'argent à cette époque, c'était posséder une maison. Je voulais avoir une belle voiture. Et je voulais travailler avec des gens intéressants et faire des choses intéressantes, et je pensais que je pouvais contrôler mon propre environnement et avoir une petite société de conseil. Oracle a commencé comme une société de conseil en logiciel. Nous avons travaillé pour Tandem Computer, si quelqu'un se souvient de ces gars-là. Nous avons travaillé pour IBM, nous avons travaillé pour beaucoup de sociétés technologiques différentes dans la Silicon Valley, faisant de la programmation sous contrat, de la programmation sous contrat à prix fixe. Et nous nous sommes plutôt bien débrouillés en fait. Et encore, l'idée était juste d'avoir une petite entreprise de logiciels. Nous pensions que nous étions des programmeurs hors pair et que nous pouvions gagner notre vie en faisant cela. Et tout à coup, par accident, nous avons créé un produit.